Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais c'était, premièrement, aujourd'hui, les révélations du reste du Conseil d'administration de Santé Québec. Le reste des Top Guns ou l'école des Top Guns. Ouais, je sais pas trop dans quel terme on pourrait les décrire. Mais bref, le reste de ces membres... Sincèrement, ils sont d'une quinzaine, ils sont 15. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a un petit curriculum vitae. Là. Ils ont tous soit occupé des fonctions importantes, des diplômes importants. Dans la plupart des cas, les deux. Oui, des gens qui sont, la plupart du temps, même connus du grand public, qui ont fait des apparitions dans toutes sortes de domaines. C'est le cas, entre autres, de Christiane Germain, qui devient, elle, la présidente du CA, du Conseil d'administration de Santé Québec. Là, son nom vous dit sûrement quelque chose. Madame Germain, c'est celle qui a fait la mise en place des hôtels Germain un peu partout au Québec. Donc, encore une fois, une autre nomination qui vient du milieu des affaires, mais surtout de la clientèle. Parce que c'est vraiment ça qu'on veut exprimer. C'est le nouveau désir quand même de Christian Dubé d'amener une expérience client là, pour les gens qui sont littéralement les clients du système de santé. On paye pour se trouver là quand même si ça paraît pas directement au moment où on passe à la caisse de l'hôpital. Bref, faire partie donc de ce CA. Ils ont dû se défendre quand même du côté de la Coalition Avenir Québec parce que Madame Germain a déjà eu une certaine relation là, à une certaine époque avec M. Dubé. Oui, moi honnêtement j'ignorais ça. Mais semble-t-il que jadis, naguère, il y a plus de 30 ans, ils furent... concubins, conjoints... amis proches. Voilà, une ancienne flamme. Une ancienne flamme, c'est l'expression utilisée par le journal. Sincèrement, j'ignorais ça totalement parce que la nouvelle... je sais pas, quelqu'un avait dit, je me demande si c'est pas le PQ. Ouais, mais elle a déjà été dans la CAQ, mais c'était faux. Je veux dire, elle a été à une réunion quand François Legault songeait à faire un parti. Oui. Elle a été invitée, mais... Elle n'a jamais été dans la CAQ. S'il y a quelque chose, pour lui, c'est plus insultant que d'autres choses. Elle faisait partie de ceux qui n'ont pas embarqué. Là. François Legault a invité plein de monde. Alors, visiblement, elle faisait partie de ceux et celles qui n'ont pas joint le mouvement parce qu'elle n'était pas là au premier congrès de la CAQ, elle n'était pas là à la fondation de la CAQ, elle n'était pas là dans la CAQ. Oui, c'est pas parce que tu vas à une rencontre d'information que tu as été membre de l'endroit où tu vas. Une rencontre exploratoire de dire, moi, j'ai le goût de fonder un parti, viens m'écouter. Puis, évidemment, la personne n'embarque pas. De la présenter comme c'est une militante de la CAQ, je trouvais ça, en fait, quasiment ridicule là, comme accusation. Mais voilà, donc ça, l'affaire de l'ancienne flamme, par contre, j'ai vu ça plus tard en journée. J'ai dit, oups, celle-là, on la savait pas. Ça change rien, sincèrement. La carrière de Christiane Germain est tellement énorme, tu sais, ce qu'elle a fondé. On peut être d'accord ou pas. J'entends des gens qui disent, moi, je crois pas que quelqu'un qui vient du secteur commercial, de l'hôtellerie, peut agir dans les services publics. Moi, je pense le contraire. Je l'ai reçu ce matin, je dois dire, elle m'a impressionné par deux choses. Un, son aplomb, à parler de tout ça, alors que c'est tout nouveau, vient d'être nommé présidente du CA, mais son optimisme. Pis ça, c'est peut-être le point qui nous manque en ce moment au Québec, Mario, parce que de l'optimisme sur le système de santé... du réseau de la santé, c'est ça. Tu sais, je veux dire, qui n'est pas cynique? Elle n'a pas peur de ça, le défi, puis elle dit, tous les problèmes se règlent. Moi, dans mon entreprise, il m'est arrivé toutes sortes d'affaires au fil des années, tous les problèmes se règlent, on les prend un par un. Regarde, on veut juste ça, on veut juste entendre ça. Pour ce qui est de l'approche client, moi, c'est ce que je veux entendre parce que on n'a pas besoin. Tu sais, nos médecins sont compétents. Puis si moi, j'ai un cancer rare, une bactérie rare, je considère que mes chances de survie sont aussi bonnes au Québec qu'aux États-Unis qu'en Europe. Le danger, c'est de pas être pris à temps, de pas être capable de voir un docteur, de pas être capable. Tu comprends? Le danger, c'est ça. Ce qu'on a comme crainte, c'est quand il va m'arriver quelque chose de pas trop grave, mais quand même un peu grave ou moyennement grave, comment je vais faire pour avoir accès? Et donc, si on réussit à nous construire, puis la nouvelle PDG et la nouvelle présidente du conseil d'administration ont des discours concomitants sur le service à la clientèle, je veux dire, je ne demande que ça d'être traité comme un client. Oui, parce que quand on est pris en charge dans le système de santé, il n'y a personne qui remet ça en question. Là. Quand tu as quelque chose de grave, qu'il faut que ça roule au toast, là, en bon québécois. Tu vas être opéré dans la nuit s'il faut, des médecins compétents. Oui, du personnel qui est chaleureux, des gens qui sont là qui font vraiment le travail. Le problème, c'est l'accessibilité. C'est de rentrer dans cette grosse machine-là. Ouais, mais l'accessibilité au sens large, parce que moi, je reçois des témoignages beaucoup. C'est incroyable tout ce que les gens nous envoient sur la santé, puis des fois, tu sais, même des gens qui ont eu accès à un premier médecin, puis là, il leur a dit, mais là, après ça leur prend un rendez-vous, ça leur prendra une radiographie, là, ils sont pas rappelés, c'est eux autres, il faut qu'ils prennent le téléphone pour rappeler ou pour avoir des tests. Quand je pense expérience client, moi, je pense à tout ça, puis encore plus pour des gens, parce que c'est con, mais
sais, quand t'as 25 ans, pis tu connais toutes les technologies, puis l'Internet, puis tout ça, là, t'es pas malade. Ouais. les gens qui ont besoin du système de santé, là, c'est la madame de 84 ans qui appelle pour son mari, puis que sa vue baisse, puis elle n'a pas d'ordinateur, puis son mari est encore plus mal en point. Fait que là, eux autres sont dans la maison, inquiets, puis essayent de se débrouiller. Tu sais, c'est ça l'expérience client, c'est de rendre ça facile, de rendre ça simple, d'aider la prise en charge. Et c'est là que le système est défaillant. Oui, et là, il y a toutes sortes d'autres membres, on l'a dit, qui ont été annoncés, puis sont quand même connus du grand public, là, peut-être ceux qui sont les plus célèbres aux yeux des gens. David Lucier, le gériatre très connu, qui va représenter, si on veut, là, sur ce CA-là, les intérêts des personnes plus âgées. Il y a également le chirurgien Inou Stanley Volant, bien sûr, pour représenter les Premières Nations. On sait que ça a été éprouvant là, dans le système de santé dans les dernières années pour certains membres des Premières Nations. Régine Laurent aussi, là, qui a présidé la commission spéciale sur le droit des enfants, de la protection de la jeunesse. Qui est une ancienne présidente de la FIC, donc le côté syndical, représentation des employés infirmières. Donc on a quand même des gens qui sont triés sur le volet, en espérant en même temps, un CA, on dit représentation, mais c'est pas leur rôle. On a voulu une diversité d'origine des gens, là, mais en même temps, leur rôle, ils deviennent des administrateurs. Ils vont siéger au conseil d'administration pour administrer la nouvelle affaire. Fait que, c'est un mélange on a voulu une diversité de provenance, d'origine, monde syndical, monde patronal. Ouais. Mais on a voulu en même temps, je pense, trouver des gens qui sont capables de gérer, qui sont capables de s'asseoir à une table d'un CA puis de participer à des décisions. Moi, j'espère une chose, Mario. Oui. C'est que Mme Germain garde son optimisme. Si dans 2 ans, Mme Germain est encore optimiste sur le réseau de santé, ce sera bon signe. Ce sera bon signe. Actualité. Sinon, aujourd'hui, rapport de la vérificatrice générale du Québec qui est tombé plus tôt aujourd'hui, qui se penche sur toutes sortes de dossiers, mais peut-être aucun aussi important que les services de garde au Québec et le réseau là, de centres de la petite enfance. C'est vraiment, vraiment déprimant ce qu'on apprend aujourd'hui. Là. On dit là, que c'est 41% des installations pour les jeunes du Québec qui obtiennent même pas, dans la dernière année, la note de passage. Là. Puis quand on dit note de passage, c'est qu'il y a un système depuis 2018 qui est en place là, pour donner des notes aux différents services de garde, qui soient subventionnés, non subventionnés, là, dans les garderies, je veux dire, puis les centres de la petite enfance. Et là, on se rend compte que non seulement le taux d'échec des installations, le fait que ce soit même pas adéquat, celui-là a doublé, c'est ça qui atteint le 41%. Là-dedans, on a un ratio de personnel d'éducation qualifié parce qu'on est censé avoir au moins 2/3 des gens qui sont sur place qui soient qualifiés. Je ne peux pas croire que je dis ça, mais c'est une proportion qui augmente là, dans les endroits où c'est pas assez qualifié. Parce qu'il y a plus, mais ça, c'est un problème qui n'est pas fini. Dans les départements, là, dans les cégeps, les cours, les départements de technique infirmière, il n'y a pas grand monde qui s'inscrit. Je me demande même s'il n'y en a pas fermé un ou deux, faute d'inscription au Québec. Donc, là, est-ce que c'est les salaires? Puis en même temps, c'est un cercle vicieux parce que comme on augmente c'est vrai qu'on n'a pas encore augmenté ils vont être en négociation, mais on augmente beaucoup les salaires dans d'autres types de services reliés plus à la santé, services sociaux. Fait qu'est-ce qu'il y a des jeunes, mettons, qui veulent aller du côté-là, des services humains? Ben là, ils disent, je vais aller où c'est plus payant. Fait qu'il va falloir, les augmentations de salaire des uns entraînent les augmentations de salaire des autres. Mais pour l'instant, on a de plus en plus de misère à trouver du personnel formé. Donc, c'est un peu dans le rapport de la vérificatrice. Ça veut pas dire que les enfants sont maltraités. C'est que t'as pas les ratios de personnel formé qui sont souhaités. Mais quand tu les as plus dans autant d'établissements, ça veut dire que tu l'as juste plus, ce personnel-là. Là. Non, c'est ça. Il n'y en a pas nulle part. C'est pas un débalancement où il y a des établissements qui en ont plus que d'autres. Il n'y a plus assez de personnel pour le nombre d'enfants à garder, à superviser. Oui, littéralement. Et là, après ça, c'est le danger aussi. Puis quand je dis le danger avec un grand D, c'est toutes sortes de sources qui peuvent le produire auprès des enfants. Là, par exemple, on dit que c'est dans 75% des cas, il y a des produits toxiques d'entretien ménager qui sont à la portée des enfants. Donc, pourrait éventuellement toucher. Là, on se comprend, il n'y a pas des accidents rapportés toutes les semaines, donc il doit quand même avoir certaines mesures en place, mais disons que c'est pas étanche tout ça. On dit aussi qu'il y a au moins 16% des établissements dans lesquels on a testé, puis on les a pas tous testés, où il y a une concentration de plomb dans l'eau qui dépasse les normes. Là. Puis là, on se comprend, le ministère va fournir, on dit, là, des filtres pour les centres qui sont testés justement pour avoir trop de plomb dans l'eau. Parce qu'on avait ça dans les écoles, on disait que c'est parce que les écoles sont vieilles, puis c'est des vieux bâtiments, vieilles tuyauteries.
Il me semble dans les CPE, il y en a tellement que c'est des bâtiments neufs. Tu sais, les CPE, le concept a été créé il y a 25 ans, là. Oui. Sinon, c'est un peu étrange de se dire ça, là, vraiment. Ça m'a étonné, ce volet-là. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a tenté d'interpeller, nous ici, là, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, à Cube. On tentait de l'avoir en entrevue. On a dit qu'elle prendrait le temps de lire le rapport au complet de la vérificatrice générale avant de nous revenir là-dessus. Mais c'est certain que dans le rapport lui-même, on dit que le ministère est peu intervenu auprès des services de garde qui échouaient à l'évaluation. Donc après ça, est-ce que le ministère de la Famille est capable de bien surveiller tout ça? S'ils échouent à l'évaluation parce qu'ils n'ont pas le ratio de personnel formé, le ministère n'a aucun personnel disponible, aucun personnel à leur donner. Fait que l'intervention, ce serait de leur dire on vous aime plus, vous êtes pas gentil, mais vous êtes devant... Il n'y a pas de solution. Vous êtes devant un problème sans solution, c'est ça. L'autre chapitre du rapport de la vérificatrice générale, qui m'a interpellé, c'est celui sur les cégeps, là, nos cégeps. Puis quand je dis les cégeps, on parle pas des cours ou de la formation, mais des bâtiments, là, l'édifice. Le cégep, l'édifice, dans un état pitoyable. Puis c'est un peu triste. OK, on disait déjà ça, nos hôpitaux, ils ont besoin de travaux, nos écoles ont besoin de travaux. Puis là, dans la liste, quand on va nommer, là, rajouter les cégeps, en fait, le portrait est au moins aussi pire, sinon encore pire dans les cégeps que dans l'ensemble des écoles. Ouais, ça devient peut-être moins préoccupant, puis je mets ça entre énormes guillemets, on se comprend, parce que c'est souvent des jeunes qui sont majeurs là, quand tu rentres au cégep, qui sont en voie de le devenir. Mais quand on ferme des bâtiments, on a 2 exemples dans le rapport où le bâtiment était dans un si mauvais état qu'il a fallu enfermer une section. Là. Je me souviens d'avoir passé des cours dans le cégep Édouard-Montpetit, Mario, enfermé dans une espèce de cubicule de béton. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait des cours qui se donnaient dans cet endroit-là. Je me dis qu'ils vont en avoir 2, 3, 8 des cégeps comme ça. Ouais. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Après l'université McGill qui tente d'obtenir l'aide de la Cour pour être capable de déplacer les campements pro-palestiniens sur son terrain, voilà que c'est l'UQAM qui emboîte le pas aujourd'hui. Mais attention, eux souhaitent pas démanteler le campement en question, mais plutôt l'enlever des portes, des accès, sorties de secours et caméras qu'ils obstruent. Oui, maintenant, ils ont des arguments beaucoup plus forts parce qu'il y a eu des dommages, il y a eu du vandalisme, il y a une prise de contrôle de certaines portes d'accès au bâtiment. Il n'y a rien de ça à McGill. Là. Non, absolument pas. McGill, on se comprend, le campement est sur un endroit qui obstrue rien. C'est une pelouse en plein milieu. Du côté de l'UQAM, c'est beaucoup plus complexe, surtout que depuis le 12 mai dernier où on a commencé à installer ce campement-là. Mais l'UQAM, de par son recteur, Stéphane Pallage, a essayé de contacter les manifestants sur place, dit avoir tenu une rencontre le 17 mai après ça avec des représentants du campement. On dit que les démarches de l'UQAM n'ont pas donné résultat escompté, puis je veux dire, je les comprends. On se souviendra des demandes de l'UQAM qui demandent que, plutôt des manifestants qui demandent que l'UQAM cesse ses liens avec des universités israéliennes, ce qu'elle n'a pas. Après ça, je sais pas trop quoi. Ils demandent des choses qui relèvent du gouvernement du Québec. Là. Ils demandent que le gouvernement du Québec pose des gestes, mais je veux dire, l'UQAM n'a pas le contrôle. Le recteur de l'UQAM peut pas leur donner ça, peut pas accomplir ça. Il n'est pas le premier ministre du Québec, il n'est pas le gouvernement du Québec. Voilà. Et il y a eu des dommages au bâtiment. Donc ça, c'est ce que le juge avait dit dans le cas de McGill. Il n'y a pas de gestes criminels qui sont posés. Voilà. Alors, dans le cas de l'UQAM, il y a eu du vol de matériel d'un entrepreneur, il y a des dommages au bâtiment, il y a des accès fermés, des accès impossibles au bâtiment qui sont pris par... Alors moi, dans le cas de l'UQAM, je vois pas comment ils pourraient perdre devant le tribunal. Oui, voilà. Surtout qu'ils ont demandé, déjà les procédures sont entamées pour des ordonnances d'injonction interlocutoires, provisoires et permanentes. Dans les 3 cas, on est en train de faire des démarches de ce côté-là. Puis en plus, eux allèguent qu'il y a bien des gens qui sont dans le campement de l'UQAM qui vont même pas à l'UQAM, semble-t-il. Juste des gens qui ont décidé de venir se greffer la même chose, par exemple. Oui, voilà. Mais des manifestants professionnels, il y a de tout, mais pas nécessairement des étudiants de l'établissement. Là. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, Mario, sombre histoire qui connaît un dénouement ou presque en cours, alors qu'on a eu confirmation de verdict de meurtre premier degré, donc verdict de culpabilité pour le meurtrier Simon Décarie en cours. Cette histoire-là, vous en avez sûrement entendu parler. C'est ce triangle amoureux qui a fini d'une manière complètement tragique. Puis je dis triangle amoureux, oui et non, en fait, c'est un jeune homme qui a été assassiné, qui était le meilleur ami de Simon Décarie, qui est venu donc tuer Maxime Villeneuve, qui venait tout juste d'entreprendre une relation avec son ex-copine, Madame Maïté Hébert. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, au moment où le verdict est rendu, c'est ce qui s'est passé en cours, non seulement aujourd'hui, mais de manière antérieure et que les médias ne pouvaient pas rapporter jusqu'ici. Simon Décarie,
s'est levé là, en chambre après avoir reçu son verdict. Regardez la famille, je rappelle, famille de son meilleur ami qui l'a tué lui-même, tiré par balle puis ensuite poignardé à de multiples reprises, fait un signe, là, le doigt sous la gorge. Tu sais, vraiment le signe classique de menace de mort, là, genre je vais te tuer, a fait ça en regardant la famille, un doigt d'honneur également aux membres de la famille qui étaient présents de sa propre victime, puis a quitté l'audience. Puis maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que déjà, là, il avait agi de manière scabreuse, on va le dire comme ça, alors qu'il y avait un témoignage de Maïté Hébert, son ex et la nouvelle copine de l'homme qui l'a tué. Il l'avait traité de pute. Ni plus ni moins, pardonnez mon langage, mais l'avait traité de pute. Dans le tribunal. Dans le tribunal, alors qu'elle sortait là, tout de suite après son témoignage. Donc là, en vertu de tout ça, mais la couronne qui demande de fixer à 17 ans le temps minimum avant de pouvoir demander une libération conditionnelle dans le cas de M. Descaries, sachant qu'il est reconnu. Ça doit être des facteurs aggravants, jamais je croirais. Ben c'est ça, mais pour ce qui était de l'avoir traité, là, encore une fois, je m'excuse du terme de pute, plutôt... les jurys avaient quitté à ce moment-là la salle, ce qui fait en sorte que ça n'avait pas pu être apporté dans les médias pour pas contaminer le jury. Mais là, très certainement... Non, mais la peine, ouais, ça change pas le jugement du jury sur la culpabilité. Mais le juge, quand il établit la peine, une des choses dont il doit tenir compte, c'est l'existence de regrets. Est-ce que la personne a la conscience de son geste? Tu sais, t'as tous les facteurs aggravants puis les facteurs atténuants. Je sais pas, moi, si je suis le juge, là, je le vois se comporter comme ça. C'est tous des facteurs aggravants en ce qui me concerne. Tout savoir en 24 minutes. C'est un palmarès, Mario, qui me fait bien rire chaque année, qu'il y a des gens, je pense, de certaines municipalités au Québec qui attendent avec impatience les pires routes du Québec. Ben, les gens participent, les gens fournissent leurs propositions. Ben oui, c'est CA Québec là, qui en a fait une tradition, littéralement. Là, chaque année, là, ça fait 9 ans qu'on fait ce palmarès-là. Et la Palme d'Or revient à la route 329 à Saint-Adolphe-d'Howard, dans les Laurentides. Félicitations, on la salue, qui obtient tout ça. Puis j'ai vu les photos, Mario, là, sur le web un tout petit peu. Ouais, on peut regarder. C'est pas... Elle est abîmée. Elle est abîmée, c'est le cas de le dire. Puis en plus, c'est une route là, qui monte un peu comme à flanc de montagne, un endroit qui peut en plus être dangereux. Donc, il a été nommé là, première pire route au Québec. Deuxième et troisième position, c'est le chemin du contour du lac à Beauce, à La Tuque, en Mauricie, puis le chemin Pink à Gatineau, en Outaouais. Et de partout, là, vraiment, c'est des images là, de trous monumentaux qu'on retrouve un peu partout. Puis là, les gens vont se dire, ouais, top 10 des pires routes, là, vous nous montrez toutes sortes de régions. Ne vous inquiétez pas, 7 routes qui sont situées à Montréal ont été mises dans le palmarès. Des rues qui sont peut-être... Je viens d'en voir passer 2 en Outaouais. Je dois dire que la région de l'Outaouais, c'en est une qui a toujours sa part. Là. Ouais. Ouais, Montréal aussi, là, mais la région de l'Outaouais, c'en est une qui, sans me faire de mauvaises blagues, qui performe bien dans le palmarès des pires routes du Québec. Ouais, c'est ça. C'est toujours drôle de pouvoir dire ça. Mais pour ce qui est des rues de Montréal, je veux dire, c'est Notre-Dame-Est et Ouest. Hein, les deux sont nommés dans ce palmarès. Si, là, peut-être que maintenant qu'on a mis la belle plaque en métal, la pièce qu'on a retrouvée dans un hangar, c'est un peu mieux. Mais quand même, là, l'avenue Christophe-Colomb, Sherbrooke-Est, Boulevard d'Acadie, Rosemont également, qui ont été nommés. Choix, là. Ah, à Montréal, on a une sélection. Un champion du monde, monsieur, c'est ce que je dirais. Économie. C'est un sondage qui a été mené par l'Union des producteurs agricoles du Québec qui, encore une fois, vient tirer la sonnette d'alarme pour les agriculteurs de la province. Parce que avec la montée de toutes sortes là, de prix de commodités, là, que ce soit l'essence, le carburant, mais aussi les taux d'intérêt, le salaire des employés également qu'on doit verser, les agriculteurs sont pris à la gorge. C'est pas compliqué. C'est près d'une ferme sur 5 qui est incapable de payer ses dettes en ce moment. Et c'est un cri du cœur qui a été non seulement partagé à nos collègues du journal avec les résultats de ce sondage qui a été fait à l'interne chez les agriculteurs, mais aussi sorti aujourd'hui de Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, qui ramène ce cri du cœur parce que de manière périodique, là, les agriculteurs sortent, parlent, crient à l'aide. Il n'y a pas grand-chose qui se fait finalement. Ben, le ministre de l'Agriculture assure, c'est la Financière agricole du Québec, là, qui est l'organisme en charge des programmes d'aide. Le ministre de l'Agriculture assure avoir mis dans la Financière agricole toutes les sommes voulues. Ne veut pas y ajouter une espèce de plan d'urgence ou une mesure d'urgence supplémentaire. Mais moi, je suis... je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais les agriculteurs, c'est toujours ça. »
Moi, j'ai jamais vu le monde agricole aussi en désarroi, parce que c'est pas un secteur. T'sais, on a eu, par exemple, il y a quelques années, là, le prix du porc s'était effondré. Là, c'était les producteurs de porc qui arrivaient plus. Ça, tu l'as, là, que dans un secteur, le prix s'effondre. Mais là, où un secteur va être frappé par une météo qui va être catastrophique pour leur type d'activité qu'ils font. Mais là, c'est pas ça. C'est généralisé. C'est le secteur agricole. Et l'évaluation qui est faite par le gouvernement fédéral, indépendante, c'est pas les agriculteurs, c'est pas l'UPA qui l'a fait par le gouvernement fédéral. C'est une baisse de 80% des revenus. Puis quand on dit une baisse fou. Mais c'est parce que quand on dit une baisse de 80% des revenus, comprenez-moi, des revenus pour vivre. Pas des revenus totaux, là, parce que tu as des revenus. Là, tu vends, mettons, t'es producteur de lait. Tu vends tout ton lait, c'est tes revenus. Après ça, tu as tous tes coûts de production. Fait que ce qui reste pour vivre à la maison, là, payer le linge des enfants, puis payer l'hypothèque, payer les dépenses, c'est la différence entre tes revenus et tes dépenses. Alors, les revenus ont plafonné, même diminué. Les dépenses, tu l'as bien expliqué, ont explosé, dépenses de toutes sortes. Donc, ce qui leur reste pour vivre, là, le fédéral, il me semble que c'est 80 ou 83%, là, le chiffre, il était sorti cet hiver, je pense que c'est 83%. Qui pourrait vivre avec une baisse? Les syndiqués du secteur public viennent de se battre là, pour avoir 17% d'augmentation. Qui pourrait vivre avec moins 83%? Là? Ah, c'est complètement fou. Il n'y a pas vraiment de solution là, immédiate à l'horizon. Puis tu parlais en plus de la météo. C'est un autre facteur aggravant, là, disent les agriculteurs. Pour certaines productions, là, cette année, là, on dit que les pluies là, de juin dernier ont laissé comme des grosses cicatrices dans les champs de fraises, entre autres. Ça rend la situation pas mal difficile. Le monde. Scène inquiétante à l'international, Mario, alors qu'aujourd'hui, la Chine a lancé des manœuvres militaires importantes là, au-dessus et autour de l'île de Taïwan. Je rappelle, conflit là, qui dure depuis pas moins là, de 1949, alors que l'île de Taïwan, elle, se dit indépendante de la Chine. La Chine estime que Taïwan fait toujours partie de son territoire, puis c'est comme une question de temps avant de pouvoir réunifier. Le problème, c'est que là, maintenant, on a eu droit à une nouvelle élection à Taïwan, et c'est le nouveau président Lai Ching-te, qui est considéré comme un indépendantiste, là, leader qui a vraiment des idées, des politiques qui font en sorte qu'on veut rester indépendant. Fermeté par rapport à la Chine. Exactement. En réaction à tout ça, on l'a même présenté là, officiellement du côté chinois comme une punition face au nouveau président de l'île et au choix des électeurs, et ont déployé leur marine, leurs forces militaires terrestres, leurs forces militaires aériennes partout autour là, du territoire taïwanais. On parle de pas moins là, d'une trentaine, 49 avions, pardonnez-moi, qui sont passés depuis 7 heures ce matin dans le territoire directement de Taïwan. Donc c'est ni plus ni moins que de la provocation, puis ça fait craindre, encore une fois, un autre conflit potentiel qui pourrait s'ouvrir sur la planète. Qui traîne depuis quelques années. Là. Même, souvenons-nous, quand Poutine a envahi l'Ukraine, on se disait, ouais, peut-être que la Chine va en profiter pour ouvrir son front sur Taïwan. Parce que dans l'esprit très impérialiste de Xi Jinping, le président chinois, lui, il y a ça, il y a plusieurs idées de grandeur, devenir la première puissance mondiale, première puissance économique mondiale, accroître l'influence. Mais récupérer Taïwan, c'est dans la liste des éléments qui feraient de la Chine la puissance dont il rêve, il y a le fait de récupérer Taïwan. Il faut quand même avoir à l'esprit que Taïwan, c'est pas un si immense territoire que ça, mais c'est riche, et c'est un des plus gros, sont les plus gros producteurs de différentes technologies, dont les semi-conducteurs. Qui sont désormais une commodité dont on ne peut pas se passer. Pour toutes les technologies. Toutes les technologies, c'est pas pour rien que les États-Unis travaillent excessivement fort à ramener la production de semi-conducteurs sur leur territoire, d'ailleurs, vu qu'ils veulent pas prendre le risque là, qu'un jour Taïwan se fasse rapatrier en Chine puis qu'on perde cet approvisionnement-là. C'est ce qui fait en sorte d'ailleurs que les États-Unis vendent énormément de matériel militaire à Taïwan, ont voulu d'ailleurs réaffirmer leur alliance très proche avec eux. Puis on dit, là, selon plusieurs sources de la défense américaine, Mario, qu'aujourd'hui, les États-Unis étaient pas loin, surveiller la situation de très, très près du côté de Taïwan. Vraiment, ça sent pas bon dans ce coin de pays-là. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.